Sud Radio, on décrypte le monde. C'était il y a 2 ans l'invasion de la Russie déclenchée par Vladimir Poutine au prétexte fallacieux d'une prétendue opération de dénazification de l'Ukraine. On en parle avec notre invité, le colonel Pierre Godillère. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole de l'état-major des armées françaises. Concrètement, comment l'armée française aide l'armée ukrainienne aujourd'hui? Est-ce que l'Occident, l'Europe en particulier, peuvent empêcher l'Ukraine d'abandonner encore d'autres territoires à la Russie? On va en parler. Je vous le disais, il y a une demi-heure, on était en direct de Kramatorsk, à côté de Kramatorsk, pas très loin de Bakhmout, avec un journaliste français qui nous expliquait qu'il venait de croiser un canon César français. Ces canons autoportés que la France, l'armée française, a donné à l'Ukraine. Est-ce que c'est ça la partie la plus visible de l'aide? C'est une des parties visibles du soutien que la France et les armées françaises, en l'occurrence, apportent à l'Ukraine depuis 2 ans. Et je voudrais commencer par saluer le courage des forces armées ukrainiennes durant cette guerre qui dure depuis 2 ans. La ténacité de la population ukrainienne qui arrive ensemble à mettre en échec la stratégie russe d'agression dont vous venez de parler. Alors oui, le canon César fait partie, est presque une icône de ce que nous pouvons apporter à l'Ukraine et que nous avons apporté dès 2022. C'est aussi un pan technique de l'aide que nous apportons à l'Ukraine. Il y a d'autres facettes de ce soutien. Alors on parle souvent du matériel, on parle notamment des missiles des missiles Scalp que la France a donnés à l'Ukraine par exemple. Est-ce qu'on sait d'ailleurs si ce sont des missiles français qui ont coulé certains navires russes ? Alors, il n'y a pas que la France qui envoie en l'occurrence des missiles Scalp dont vous parlez. Donc, c'est difficile d'attribuer et cette réponse, elle appartient aux Ukrainiens. Évidemment, c'est eux qui définissent leur tactique et leur stratégie. Mais c'est possible d'imaginer en tout cas que des armes françaises ont coulé des vaisseaux russes en particulier. Alors, les armements que nous donnons ou qui sont achetés par les Ukrainiens sont destinés à être utilisés. C'est une guerre qui se déroule aux portes de l'Europe. Alors on parlait du matériel, parlons aussi des hommes parce que c'est aussi une partie de l'appui de l'armée française à l'Ukraine. Il y a des soldats français qui forment des soldats ukrainiens aujourd'hui. Où ça ? Exactement. Donc, vous avez parlé de ce qu'on appelle des cessions, donc du don de matériel ou de l'achat de matériel dans des industries françaises de la part des forces armées ukrainiennes. Dès le début de la guerre, la France s'est engagée à former des soldats, des militaires ukrainiens, d'abord à l'utilisation de ces matériels que nous donnions. Ce ne sont pas des matériels forcément très simples. Le César est un bijou de technologie. Il y a d'autres matériels, des véhicules de l'avant blindés également, des chars légers AMX-10 RC, vous avez entendu parler de tout ça. Il faut former les utilisateurs. Et donc, dès le début de ces sessions, les armées françaises ont formé les Ukrainiens à utiliser ces matériels, mais en fait à utiliser une capacité. Il n'y a pas que le tir qui est important dans l'utilisation de ces matériels, il y a la maintenance, la logistique, le recomplètement. Tout ceci fait partie finalement d'un paquet complet, une offre que les armées françaises ont pu donner à l'Ukraine dès le début de cette guerre. Est-ce qu'il y a des soldats français aujourd'hui qui sont sur le territoire ukrainien en train de former les Ukrainiens, en train de les aider, de les équiper? Ces formations se déroulent depuis maintenant 2 ans, essentiellement en France. Je pense notamment, encore une fois, au César, mais encore donc des formations sur des capacités bien définies, ou bien des techniques à haute valeur ajoutée, du déminage par exemple, du soutien médical au combat. Tout ceci se déroule en France et il y a une autre partie qui a vu le jour à partir de 2023. Nous formons aussi des militaires ukrainiens en Pologne, à côté d'autres pays européens, parce que cette formation, ce soutien par la formation, c'est aussi structuré dans le temps pour répartir la charge de formation entre différents pays contributeurs à ces formations. Nous sommes maintenant à 10 000 militaires ukrainiens formés par les armées françaises. Et sauf que 10 000, c'est énorme pour l'armée française notamment, mais 10 000, c'est peu en quelque sorte au regard du nombre de soldats dont l'Ukraine et la Russie ont besoin aujourd'hui pour poursuivre cette guerre. Qu'est-ce que
les Ukrainiens et les Russes vous ont appris? On a parlé de la formation française pour les soldats ukrainiens, mais qu'est-ce que l'armée française a appris de cette guerre? On a l'impression que tout a changé, que l'échelle des combats a changé, que l'échelle du matériel a changé, que le nombre de victimes auxquelles il fallait s'attendre a complètement changé aussi. C'est ce que vous soulignez est tout à fait vrai. Nous apportons des formations, nous regardons et nous observons le retour d'une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe. Vous avez souligné le nombre de victimes, effectivement, qui est sans précédent sur le continent. Est-ce qu'on a une idée du nombre de soldats ukrainiens ou russes tombés sur le front depuis 2 ans? C'est très très difficile à définir. On sait que c'était quelque chose qui est complètement, qui est vraiment énorme, et de part et d'autre d'ailleurs. On est à au moins plusieurs dizaines de milliers de morts. Très probablement. En tout cas, c'est une première sur le continent européen depuis très longtemps. Donc effectivement, cet impact sur les populations et sur le coût de la guerre, le coût humain de la guerre. Il y a aussi le retour d'affrontements très durs et dans tous les milieux de la guerre. Bien sûr, la terre, vous avez vu le retour du combat de tranchées, bien sûr, les airs, avec des avions qui sont descendus par des missiles solaires. Les drones. Oui, tout à fait. Est-ce que justement cette guerre n'a pas montré aussi ce qui manquait aujourd'hui à l'armée française? Alors, les drones par exemple. On a des drones dans l'armée française. On a des drones, mais j'allais venir à cette deuxième partie. Je viens de vous parler de domaines assez classiques qui sont terre, air, mer, et avec du matériel qui est relativement conséquent. Et effectivement, il y a énormément d'autres champs de conflictualité qui sont utilisés. Vous venez de parler des drones, c'est-à-dire de n'importe quel type de drone, dont des mini-drones. Donc l'adaptation, l'innovation qui permet de continuer le combat avec d'autres champs. Le champ cyber également, et le champ informationnel, puisque la manière dont est traitée l'information fait partie intégrante de cette guerre. Alors maintenant qu'on a parlé de l'aide et de ce que la France avait fourni à l'Ukraine, on parle de l'armée française. La France a donné aussi une bonne partie de son matériel, ses canons César notamment. Elle a donné des véhicules, elle a donné des missiles. Où en sont nos stocks? On n'a pas renouvelé les stocks de ce qu'on avait donné à l'Ukraine concrètement. Si on regarde les choses ainsi, on peut se dire que l'armée française est plus faible aujourd'hui qu'il y a 2 ans, dans la mesure où elle a moins de matériel? Alors la manière dont on donne notre matériel, il est arbitré, et surtout il est réfléchi. Il prend en compte notamment une part de matériel qui est destiné à être remplacé par de nouveaux investissements. Je vais prendre un exemple, même 3 exemples. Les Césars que nous avons donnés, ils vont être recomplétés, c'est-à-dire remboursés en nature par les prochaines commandes. Sauf que vous citez l'exemple industriel qui a le plus de succès, c'est-à-dire que concrètement, c'est la production qu'on a le plus réussi à augmenter en France. Par exemple, les véhicules de l'avant blindé que nous avons, plusieurs dizaines, que nous avons donnés aux Ukrainiens, ils sont appelés à être remplacés par leur équivalent moderne, les Griffons. Les AMX DSRC que nous avons donnés, ce sont des Jaguars qui vont arriver dès cette année dans les armées françaises au titre d'une loi de programmation militaire adoptée l'année dernière, et qui évidemment tient compte de ces évolutions de la guerre. Dernière question, on en a parlé aussi, c'est un serpent de mer dans cette guerre. Est-ce que la France pourrait donner demain des avions à l'Ukraine, des Mirage 2000 par exemple? Alors, ce sont des bruits qui ont couru. La France participe à la formation des pilotes de chasse ukrainiens. Et bientôt... Et la formation de pilotes de chasse ukrainiens sur quel type d'avion ? Sur des avions de chasse qui vont être, là encore, alors les Mirage 2000, pas à ce stade, il a été parlé des F-16. En revanche, la formation finalement de base de pilotes de chasse, plusieurs pays en Europe se sont engagés à former ces pilotes. Et en un mot, justement, il y a 2 ans, la France ne s'attendait pas, même dans la nuit de l'attaque russe, à ce que cette guerre arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que l'Ukraine va gagner cette guerre ? L'Ukraine, elle est engagée dans une guerre pour sa survie. On n'a jamais de boule de cristal sur une issue d'une guerre qui est commencée, évidemment. En revanche, elle compte sur le soutien occidental qui fait partie de sa profondeur stratégique. Et ce que vous voyez, c'est que ce soutien s'inscrit dans la durée. On est là
pour soutenir l'Ukraine dans ses efforts contre la Russie. L'accord de sécurité signé par le président Macron et le président Zelensky vendredi dernier en fait évidemment partie. C'était une augmentation de l'aide militaire française de 3 milliards d'euros qui a été annoncée. Merci d'être intervenu sur Sud Radio ce matin, mon colonel. Colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Cette guerre sera longue, malheureusement, et encore sanglante. Je présume donc qu'on sera malheureusement amené à en reparler dans ce studio, et pourquoi pas avec vous, avec plaisir en tout cas. À bientôt sur Sud Radio.